À la une ce soir, le ton se durcit entre les membres du collectif des citoyens du Sud et le président de l'Espace Sud. Aucun accord n'a été trouvé à l'issue de la nouvelle rencontre ce matin. Le collectif envisage un durcissement de la mobilisation. Autre mobilisation, les membres de la Sopamar ont manifesté devant la préfecture ce matin. Ils ont voulu interpeller la ministre de l'Environnement en visite chez nous sur les désagréments écologiques que poserait l'installation de la centrale à bioma du Galian. Ségolène Royal, quant à elle, a signé aujourd'hui un arrêté de protection des cétacés. Entourée du préfet et des différents acteurs maritimes de l'île, elle a présenté le dispositif REP 7. Et puis la 12e édition des rencontres cinéma Martinique commence dans 2 jours. Le responsable de la programmation cinéma du Tropicatrium, Steve Zebina, notre invité, nous parlera des temps forts qui seront proposés cette semaine. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nouvelle mobilisation du comité des citoyens du Sud. Encore une fois ce matin, la rencontre avec le président de l'Espace Sud a été très tendue. Si Eugène Larcher avait récemment annoncé le gel des impôts locaux pour les habitants du Sud jusqu'en 2020, les membres du comité demandent quant à eux à revenir à un taux de 2015. Aucun accord n'a pu être trouvé. Je vous propose de voir l'ambiance qu'il y avait sur place ce matin, suivie de la réaction d'un des membres du comité des citoyens du Sud qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François. Monsieur Larcher, nous recevons aujourd'hui, je suis très choqué. Il n'a pas tenu compte des engagements pris. Nous n'avons fait aucun travail ensemble. Il nous a simplement dit « je m'étais trompé parce que je ne peux pas vous présenter les comptes administratifs avant que les élus ne les votent ». Alors, je consens une diminution de 1 point, ce qui nous ramène à une augmentation sur 2017, 2018, 2019, 2020 de 14 à 17% de la fiscalité. Cela est insupportable, mais ce qui est le plus insupportable, c'est ce refus de dialogue et cette manie de nous mener en bateau comme si nous étions des enfants. Et le coût du siège que veut faire M. Larcher, c'est le montant de l'aéroport d'Ajaccio. Ça représente combien? Ça représente entre 18 et 22 millions d'euros. Et il y a beaucoup d'autres projets qui sont similaires. Vous savez aussi que dans le compte qu'il veut voter pour 2017, il a prévu une piscine à Rivière-Salée et une piscine au Saint-Esprit. Nous allons rester ici. M. Larcher doit voter son compte administratif. M. Larcher doit présenter son budget. Nous connaissons les dates, nous connaissons les échéances. Alors nous restons ici pour lui faire savoir que vous travaillez avec le peuple, mais il va vous empêcher de faire n'importe quoi, parce que vous n'êtes pas venu pour l'assassiner, vous êtes venu pour développer la Martinique et non pour assassiner les citoyens. Et à l'heure où nous parlons, environ 50 membres du collectif sont toujours présents sur le site. Ils ont déclaré qu'ils feraient un sitting toute la nuit en se relayant. Une mobilisation plus intense est envisagée pour demain. Autre mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui. Les militants de la Sopamar ont profité de la visite chez nous de la ministre Ségolène Royal pour manifester leur hostilité à l'égard du projet de la centrale Albioma. Ils ont fait entendre leur voix devant la préfecture mais n'ont pas pu apercevoir la ministre de l'Environnement. Voyez ce reportage de Guy Raphaël René. C'est à la maison des syndicats que les militants écologistes se sont donné rendez-vous pour entamer une nouvelle mobilisation contre l'implantation de l'usine Albioma. Une mobilisation lors de laquelle ils souhaitent interpeller Ségolène Royal, ministre de l'écologie et de l'environnement, sur l'un de ses lieux de visite. Nous lui demandons d'être en accord avec les propres accords signés à Paris, lors de la COP21 notamment. Et nous lui disons très clairement que nous allons tout faire, nous, pour que cette usine ne tourne pas. C'est-à-dire que nous sommes dans un bras de fer jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Donc ce n'est pas la peine. Arrêter, nous n'allons pas désarmer. Nous allons encore monter en puissance. Même si nous sommes 10, 15, 20, nous allons tout faire pour protéger la santé des Martiniquais. Et surtout, il faut qu'elle évite la plainte contre elle, comme pour M. Fabius, parce que nous allons porter plainte contre tous ceux qui sont aujourd'hui à l'origine d'un véritable crime contre la santé des Martiniquais, comme ça a été pour le chlordécone, comme ça a été pour l'épandage aérien. Les manifestants entament ensuite une marche vers la préfecture où, selon leurs sources, se tiendrait une séance de travail avec la ministre. Le docteur Jospin, par exemple, a alerté sur la nocivité de ces particules filantes. Mais le convoi se heurte très rapidement à un barrage de policiers à l'angle des rues Louis Blanc et de la Liberté.
On savait très bien que nous n'aurions pas pu entrer directement vers la préfecture. Donc maintenant, nous sommes mobilisés et nous aimerions que Mme Ségolène Royal puisse nous recevoir. Nous sommes là, nous sommes pacifistes, nous attendons et nous allons voir en fin de journée ce que ça donnera. Nous avons largement publié sur notre page Facebook que nous venions ce matin. Donc, ils ont essayé de casser le mouvement en nous recevant hier au soir, mais de manière éhontée et vraiment irrespectueuse. En arrivant à 6h30, et ce n'est pas le problème du retard, mais vous savez que vous avez du retard, vous nous donnez le temps. Et ces gars-là étaient dans leur portable, etc. Donc ils ont juste reçu pour essayer de colmater la brèche. Je pense que le niveau de santé des Martiniquais mérite un autre accueil et un autre respect. Interrogée en début d'après-midi au Fort Saint-Louis, la ministre a affirmé son impartialité dans cette affaire. Moi, je n'ai pas donné un avis pour ou contre. Là, il y a un équipement qui est en cours. Ceux qui sont opposés à cet équipement ont été reçus par mes conseillers. Moi, ce que je dis, c'est que sur tout projet, il faut de la transparence. Dès qu'il n'y a pas la transparence, dès qu'il n'y a pas de diffusion de toutes les informations, à ce moment-là, il y a des problèmes d'acceptabilité. Donc il faut que toute la transparence, et l'exigence que je pose, c'est par rapport à toutes les questions qui sont posées, il faut y répondre et il faut rendre public le modèle économique de cette centrale. À défaut de rencontrer la ministre, la manifestation s'est poursuivie devant le nouveau bâtiment de la préfecture avec des militants déterminés à continuer leur combat contre Albioma. Et c'est dans ce contexte que Ségolène Royal a achevé sa visite chez nous. Dans l'après-midi, la ministre de l'Environnement a signé un arrêté de protection des cétacés. Entourée du préfet ainsi que des différents acteurs maritimes de l'île, elle a présenté le dispositif REP 7. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Michelet François. C'est à bord de l'une des vedettes des douanes maritimes que Ségolène Royal a accosté au Fort Saint-Louis. Après un rapide tour des lieux du Germinal, important navire de repérage, un compte-rendu de la surveillance de nos eaux est présenté à la ministre. Place ensuite à la signature de l'arrêté qui vise à mieux protéger un espace maritime de 142 000 km² de nos eaux jusqu'à celle de Saint-Martin. On a signé un arrêté à l'instant qui interdit de s'approcher à moins de 300 mètres des cétacés. Et tous les navires vont être équipés de dispositifs anti-collusion. Les Antilles-françaises sont exemplaires en matière de protection de la biodiversité, de valorisation de cette biodiversité, de moyens techniques aussi pour la protéger. C'est quand même exceptionnel parce que ça veut dire qu'on est à l'avant-garde. Et avec le vote de la loi sur la biodiversité, la création de l'Agence française de la biodiversité et maintenant du parc marin de la Martinique, on a vraiment tous les outils pour montrer aussi au reste du monde comment est-ce qu'on protège l'espace maritime. Un dispositif mis en place depuis fin 2014, porté chez nous par le président du sanctuaire Agoa, un espace de protection d'une vingtaine de mammifères marins. Certains sont aujourd'hui menacés sur l'arc antillais, dont la baleine. Par an, il faut compter près de 350 000 € pour lancer ces études. C'est peu, d'autant plus que nous avons un manque de personnel et il faut mobiliser les Antillais parce que bon, c'est surtout l'arc antillais. Demain, la ministre de l'Environnement remettra la protection marine au cœur des discussions. Lors de la convention de Carthagène tenue en Guyane, Ségolène Royal doit évoquer le parc naturel marin prévu dans les eaux martiniquaises, une autre pierre angulaire de la protection de la faune et la flore caribéenne. Oh, no more silence. Toujours au chapitre environnement, notez qu'un épisode de pollution à particules fines est prévu demain. Si la qualité de l'air était bonne aujourd'hui, elle s'annonce médiocre avec un indice de 7 sur 10. Les personnes fragiles sont donc priées d'éviter de pratiquer des activités physiques à l'extérieur. Et puis en bref, toujours pour votre santé, notez qu'une épidémie de varicelle a été déclarée par l'ARS. Le nombre de cas chez nous a augmenté selon les chiffres avec 180 cas estimés en une semaine. Les autorités suivent l'évolution de la situation. Pour rappel, si la varicelle reste contagieuse, c'est une maladie bénigne chez l'enfant. Parlons maintenant des bus à haut niveau de service, le fameux TCSP. Une marche à blanc est prévue le 23 mars prochain. La date n'a pas été choisie par hasard. Le lendemain, le préfet rentrera dans une période de droit de réserve par rapport aux élections présidentielles et ne pourra donc plus faire de déclaration officielle. Tout est donc mis en œuvre pour que les tests commencent avant. Voyez les précisions d'Alvin Courcy.
Le TCSP roulera-t-il un jour? Après avoir attendu 1 an et 4 mois, les Martiniquais aimeraient avoir la réponse. Oui, je voudrais le voir rouler parce que c'est un moment, ils en parlent, mais là, il y en a beaucoup de personnes qui voudraient rouler pour voir comment c'est, s'il est douce, tout ça. Ben pour le moment, c'est pas encore là, alors il faut prendre la patience. J'aimerais débrouiller avec le bus, mais comme ils ont dit, ils avaient prévu le TCSP depuis l'année dernière. Hier, un article paru sur Internet avançait que l'Europe aurait fait pression sur la CTM pour que le TCSP roule avant le 31 mars prochain, sous peine de devoir rembourser les 80 millions d'euros de subventions. Une information largement démentie par les élus. Nous n'avons à ce jour reçu aucun courrier, aucune injonction de la Commission européenne, je dis bien de la Commission européenne, donc l'information que vous avez n'est pas fondée. Il est temps peut-être d'arrêter la désinformation sur le TCSP et de tenter de discréditer la CTM, son président et les élus. Si la marche à blanc prévue le 23 mars a été mise en place, c'est pour une toute autre raison. Le 9 mars dernier, nous avons eu une réunion, il a été évoqué le devoir de réserve de monsieur le préfet à la date du 24 mars, 0 heure. Devoir de réserve qui est imposé au préfet par l'élection présidentielle. À ce moment, le président Alfred Marie-Jeanne, en concertation avec monsieur le préfet et également le président de la CACEM, a proposé la date du 23 mars pour le lancement de la phase de marche à blanc qui précède la phase de commercialisation du TCSP. Si la date de la marche blanche est aujourd'hui connue, aucune échéance n'a été donnée quant à la mise en service réelle pour les usagers. Après des mois de bataille entre l'ancien syndicat mixte et la CTM, les installations et les feux sont aujourd'hui installés et fonctionnels et rien ne semble devoir ralentir le lancement du TCSP qui se fait encore et toujours attendre. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de la Foire Expo qui a ouvert ses portes aujourd'hui au stade de Dillon. 50 000 visiteurs sont attendus pour cette 27e édition avec 300 stands sur place. Nous parlerons culture également avec la pièce de théâtre Le Journal d'une femme de chambre. 3 représentations sont programmées chaque soir à 19h30 à partir de demain. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil vous parlera de l'initiative du club nautique Neptune au Lamentin qui propose aux personnes handicapées de faire de la voile. Je vous le disais, la Foire Expo a ouvert ses portes ce matin au stade de Dillon. Pour la 27e édition, ce sont 250 exposants avec 300 stands qui s'y sont installés. De nombreuses animations sont prévues comme des concerts chaque soir. Voyez les précisions recueillies par Guy Raphaël René. Cette année, on a repris comme thème un regard d'ici et d'ailleurs, ce qui nous permet en fait de pouvoir regarder tous les pays du monde. Alors c'est vrai que je dirais que notre éventail va de l'Amérique du Sud jusqu'en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Eh bien, ce que je souhaite, c'est que par rapport aux exposants, il y ait des offres commerciales intéressantes pour les visiteurs. En nouveauté, bon, il y a tout ce qui est économie durable, mais ça devient de moins en moins une nouveauté. Une grande nouveauté, c'est qu'on a créé un jardin sur le thème de notre île. Donc on retrouve les poissons, on retrouve le piège à crabes, on retrouve tout ça. Et puis ça fait un espace jardin où les gens peuvent s'asseoir. Éventuellement, les plus anciens peuvent venir avec un damier puis jouer aux dames, pas aux dames, mais aux dominos frappés. Tous les soirs, à partir de 18h30, il y a un groupe qui vient interpréter ces chansons. Ce soir, c'est Pop Fiction. Vendredi, ça sera Bamboulaz. Samedi, Victor O. Et dimanche, ce sera un groupe cubain qui viendra faire la clôture. Plus que 2 jours avant le coup d'envoi de la 12e édition des rencontres cinéma de Martinique. Et les rendez-vous sont fixés entre autres au Tropicatrium du 17 au 25 mars. Et pour en parler, nous recevons le responsable de la programmation cinéma du Tropicatrium, Steve Zebina. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer, on va regarder un extrait des films qui seront proposés aux futurs téléspectateurs. Regardez. Let me see you make your body move. You made me whistle 'cause you're something good. Oh, you made my body feel rude. Whining like a champion. I love that song. Wow. Why is that funny? Because I wrote it.
soki ofuti biso tosali opération. Omibetaki tolo yo mosi ya tembe lelo suki tembe sili. Alors, chaque année, il y a une thématique. Cette année, c'est l'Amérique du Sud. Dites-nous déjà pourquoi ce choix? Eh bien, c'est toujours le désir d'explorer un petit peu tous les cinémas. Dans les quelques extraits que vous avez montrés, justement, on a beaucoup voyagé. On est parti de Trinidad, on a été en Asie, en Europe et on a fini en Afrique. Donc, en général, nous aimons bien proposer aux spectateurs des films qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Et le continent américain, hispanophone, lusophone, l'Amérique du Sud, est véritablement une région qui part dès le Mexique, qui descend d'Amérique centrale, qui arrive jusqu'en Patagonie et qui touche un petit peu aussi notre Caraïbe avec la Colombie ou même certaines îles hispanophones de la Caraïbe. Et c'est véritablement ce désir-là, d'essayer de parler de ce monde-là à travers des films, un monde qui est proche du nôtre à beaucoup d'égards, et puis un monde qui a véritablement de très très grands réalisateurs. Donc c'est véritablement ce désir-là, aller à la rencontre de cinéma et de personnes aussi. Alors, comment ça se traduit concrètement, des rencontres du cinéma avec la thématique de l'Amérique du Sud? Il n'y aura que des films Non, il y a un florilège de films, et vous l'avez très très bien montré là. Il y a un florilège de films qui viennent de partout, avec un fort accent caribéen. Le premier extrait qu'on a vu, c'est l'extrait de l'un de nos coups de cœur du festival qui s'appelle Bazodi, qui est le film avec Machel Montano, qui risque d'être véritablement le des événements du festival que nous passons dès samedi. Mais ce film-là est accompagné peut-être d'une dizaine de films caribéens. Il y a des films qui viennent d'un petit peu partout. Et puis, il y a cette section d'Amérique du Sud que nous déclinons véritablement à travers des courts-métrages, à travers des documentaires, à travers des longs. Donc, faire une programmation de festival, c'est quelque chose d'assez multiple, qui a différents axes comme ça. Et c'est véritablement, comme je le disais tout à l'heure là, ce désir d'offrir des œuvres fortes dans tous les cas. Alors, les films seront projetés au Tropicatrium, mais également au Palais des Congrès de Madiana. Alors, expliquez-nous, il y aura également des temps forts. Alors, temps forts, les temps forts sont multiples. Tout d'abord, il y a véritablement un festival sans compétition. J'ai envie de dire, c'est un repas sans épices. Et donc, il y a 3 compétitions. Il y a une compétition court-métrage, il y a une compétition documentaire, et il y a une compétition, ça c'est notre petite nouveauté, de clips réalisés en Martinique ou autour d'artistes martiniquais. Donc, à laquelle le public est invité à participer. Qui a invité à participer. Il a même déjà commencé depuis quelques semaines, puisque sur notre page Facebook, il y a déjà les clips en ligne. Et puis, il y a une grande séance ce samedi après-midi ouverte à tous, où vous pourrez voter et où vos votes font compter plus que ceux sur Internet. Et puis, la programmation, voilà, elle va se scinder un petit peu partout en Martinique, parce que c'est notre désir, toujours, dans tout ce que nous faisons, de toucher tout le territoire. Donc, on a des partenaires qui ont accepté d'organiser des séances et qui vont organiser des séances. Et puis, on a ces 2 points névralgiques, Tropicatrium d'une part et Madiana de l'autre. Alors, vous en êtes déjà à la 12e édition, on l'a dit, vous avez déjà suffisamment de recul pour savoir quel est le public qui est séduit par ce type de rencontre. Alors, c'est peut-être une des meilleures questions qu'on aurait pu nous poser, parce que véritablement, ce qui est intéressant pour nous, notre objectif est de toucher tous les publics. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est le justement, grand public qui vient? à travers les films, on a le grand public. Je ne vais pas reprendre l'exemple de ce film qui a ouvert votre bande-annonce, où là, il y a déjà des centaines de nombreux spectateurs qui ont déjà réservé leur place pour samedi. Donc les films emmène le public. Et c'est justement cet équilibre qu'on essaie de créer en essayant de toucher. Vous avez vu, il y a des films d'animation qui vont permettre aux jeunes de venir. Mercredi 22, on a une après-midi destinée aux jeunes, des tout petits aux plus grands. Donc véritablement, je pense que la programmation amène tous les publics. Et puis, il y a un public qui nous tient particulièrement à cœur aussi, ce sont les professionnels, parce que ce sont des gens qui travaillent tous les jours, et c'est eux qui vont faire les films de demain. Donc, on a décidé de mettre en place ce volet professionnel qui leur permettra de se rencontrer, parce qu'un festival aussi, ce sont des invités. On peut très bien, on monte des films toute l'année, vous savez, on en montre régulièrement dans le cadre de la séance vidéo qu'on organise avec Madiana. Et là, pour le festival, eh bien, on décide qu'on va faire un effort pour qu'il y ait des gens. Alors, on a des gens qui viennent de Trinidad, des gens qui viennent de Cuba,
il y aura de la musique cubaine, il y aura un film dimanche avec une bande originale de Chucho Valdés. Et tous ces gens-là vont se rencontrer. C'est véritablement notre appel un petit peu à la population martiniquaise. Venez, c'est pour vous. Et en plus, ce festival s'appelle Rencontre par définition, et le cinéma, c'est souvent ça. Hein. Ce sont des échanges. Venez à la rencontre de ces œuvres, à la rencontre de ces personnes. Et puis, on a tout plein de surprises quoi, pour vous. Alors, pour les téléspectateurs qui découvrent ces rencontres du cinéma, comment ça se passe? Est-ce que c'est juste avant la séance, on achète un ticket ou il faut réserver à l'avance? Alors, tout simple, hein, c'est en gros toujours le même système. Hein. Ils peuvent réserver à l'avance, acheter leur ticket à l'avance. En fonction des lieux, sur les séances de Madiana, ils peuvent déjà les acheter sur Internet. Et la programmation dans les communes? La programmation est connue et régulièrement actualisée. Et puis, on a des événements qui sont ouverts à tous, qui sont gratuits. Et le premier événement, c'est justement notre ouverture, qui a lieu vendredi soir, où on a la chance de présenter un film que nous avons coproduit, que nous avons produit. C'était véritablement important pour nous aussi de mener notre petite pierre, j'ai envie de dire, à cet édifice. Et c'est un film qui va parler de l'art en Martinique. C'est un film qui s'appelle Non, c'est l'ouverture. Et là, avec en plus une super surprise à la sortie de la séance, mais vous ne me ferez pas dire de quoi il s'agit. Et ça, c'est une séance qui est ouverte à tous, pour le coup. Donc, venez en famille. C'est vraiment le désir aussi de se retrouver ensemble. Très bien, le rendez-vous est fixé. On rappelle que les rencontres du cinéma, c'est la 12e édition, sont programmées du 17 au 25 mars. Voilà, merci beaucoup de nous accompagner parce que c'est très important aussi. Merci à vous. Et nous continuons à parler culture avec un rendez-vous proposé cette fois-ci au Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France. Jeudi, vendredi et samedi à 19h30, vous pourrez retrouver la pièce Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Une manière originale de montrer le parcours d'une femme qui n'a rien mais qui souhaite réussir. Alvin Courcy a assisté aux répétitions. Regardez. Une femme de chambre? Eh bien, vous n'en avez pas l'air. Comment vous appelez-vous? Pardon? Je n'entends pas. Eh bien, parlez plus fort. Célestine. C'est pas le prénom d'une domestique? Célestine, c'est une personne déjà qui a un grand style littéraire. Ce journal, c'est une merveille de la littérature. Et puis surtout, c'est une femme de caractère qui veut s'en sortir à tout prix. Et elle va s'en sortir à tout prix. Mais donc, nous, on a fait une adaptation parce que le journal est très très long. La pièce, là, dure 1h10. Alors, chez moi, la femme de chambre s'occupe de toutes les pièces. Du bureau, de la chambre, du salon, bien entendu, de la cuisine, de la salle de bain, enfin des pièces d'eau. Mais oui, ma petite, ça s'appelle parfaitement des pièces d'eau. Des pièces d'eau, des pièces d'eau, parfaitement des pièces d'eau. Pour moi, ce qui caractérise ce personnage, c'est la liberté et l'authenticité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui assume pleinement qui elle est et qui est toujours franche. Pardon? Ce n'est pas votre métier. Mais votre métier, ma petite, est de faire ce que vous commandent vos maîtres. Ouh! À partir du moment où elle est dans cette place, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Joseph, qui lui aussi est engagé chez les Lanlaire. Et voilà, il va y avoir une histoire avec Joseph qui va, donc sans tout dévoiler de la fin du journal et de la fin de la pièce, qui va lui permettre de s'en sortir. Que voulez-vous gagner? 40 francs? Mais pourquoi pas 10 000 francs tout de suite? Mais 40 francs, mais quelle impudence! Mais tenez, reprenez-les vos certificats de gens morts là! Retournez en Algérie, retournez chez votre grand-père! Mais des gens comme vous, on n'en veut pas! On en a jusque-là, des gens comme vous! Suivant, s'il vous plaît! Avant de passer à notre JT des communes, partons tout de suite en Guadeloupe. L'île Sœur est à nouveau frappée par la violence. Cette fois-ci, il s'agit d'un drame conjugal. Un homme aurait immolé sa femme à son domicile en se faisant lui-même happer par les flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer s'il s'agissait bien d'un assassinat. Aujourd'hui, c'est la stupeur dans la commune du Gosier. Voyez ce reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. C'est ici que s'est déroulé le drame. Betty et Pascal Saint-Silly ont péri dans les flammes de leur maison. 24 heures plus tard, c'est encore le choc et la stupéfaction. Parce que quand ils m'ont dit qu'il y avait le feu à côté, moi j'ai été voir en pensant porter secours. Et après, je suis arrivée, il y avait... j'ai vu les deux voitures, je me suis dit, je vais essayer de faire ce que je peux. On pense toujours qu'on peut toujours aider. Et c'est quand ils m'ont dit qu'il y avait du monde à l'intérieur. Vous savez bien, à ce stade-là, on ne peut plus rien faire, quoi. Hein. C'était un couple très discret. C'était pas des personnes qui se faisaient remarquer. C'est pas des gens à problème. Moi, j'étais pas au courant qu'il avait des interdictions de venir près de la maison. Je sais même pas qu'il y avait des procès en cours. Pour moi, bon, tout allait bien. Bon, de toute façon, je me mêle pas des affaires des gens. La veille au soir, j'ai croisé le monsieur devant la maison. Il n'était pas garé dans la maison, mais il était garé à l'extérieur.
Je suis rentré et je suis ressorti par la suite. Et quand je suis rentré, j'ai plus vu. Et le lendemain, j'ai appris qu'il y avait eu le drame. Pour les voisins, une journée gravée dans la mémoire, un drame qui pousse à nous interroger sur notre rapport à l'autre. Le monde est rempli de souffrances. Nous restons souvent inaudibles parce que nous n'avons pas le temps de nous côtoyer, de nous écouter, de voir les choses. Et malheureusement, quand ça arrive à l'irréparable, on se dit si je savais. Le couple avait 3 enfants. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire avec une présomption d'immolation de l'homme sur son épouse. Allez, on revient en Martinique et on passe à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène tout de suite au Lamentin. Le club nautique Le Neptune y accueille 3 fois par semaine des personnes en situation de handicap. Les rendez-vous sont proposés depuis 2 ans maintenant, mais les adeptes sont encore peu nombreux. Hubert Bornil et Valérie Vincent étaient sur place ce matin. Regardez. Un matériel sûr, assez coûteux, 135 kg de charge, l'idéal pour permettre à ces personnes en situation de handicap de pratiquer la voile en toute sécurité. Et tous les mercredis, c'est l'ambiance assurée. On va retravailler un petit peu les phases de départ. Comme on avait dit, procédure de départ 3 minutes, d'accord. Ça va se travailler entre la bouée blanche ici devant le ponton et la fruite blanche que je vais vous mettre en place. Essentiel, le briefing avant toute mise à l'eau. Louisiane, Jean-Claude et Doku sont des mordus de sport et leur handicap est loin de leur empêcher de donner libre cours à leur passion. Chaque mercredi, ils se retrouvent ainsi sur le plan d'eau du Lamentin. Ça va, impeccable. Ouais, vous avez peur? Non, non. C'est la première fois? Non, non, c'est pas la première fois, j'ai l'habitude. Pas très causant avant le départ. Embarqués sur des mini-G spécialement conçus pour les personnes en situation de handicap, nos sportifs semblent déjà très concentrés. La voile, je pense que c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment tout seuls sur leur bateau. Donc, ils arrivent en fin de compte à faire un sport où ils sont totalement autonomes. C'est pas un sport d'équipe. Ils se retrouvent tout seuls à piloter leur véhicule, j'allais dire, ici en l'occurrence leur bateau. On est à 20 secondes du départ. Alexandre, le moniteur, veille à l'observation des règles nautiques. La sécurité est primordiale sur l'eau. Louisiane, le phoque, je pense qu'on peut faire quelque chose. Ok. Le départ a été donné pour une série de boucles et manœuvres dans la baie. Comme on le voit, nos équipiers savourent pleinement cet instant de grande évasion sur l'eau. Ça se passe bien. Pourquoi j'ai ce sport? En fait, je suis tombée par hasard. C'est tout à fait par hasard dans une porte ouverte. Et puis j'ai essayé, j'ai vu que ça m'a plu. C'est comme un moment de liberté, une sensation de liberté, d'évasion. Donc c'est super. Évidemment, lorsque la pluie s'amène, moi je rentre à l'atelier et puis l'entraînement se poursuit. Et rendez-vous, ne l'oubliez pas, le 2 avril pour le challenge handi-voile. Il y aura une dizaine de participants. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que les classes des petits et des moyens de l'école Laurence-Marie-Magdeleine de Ducos seront fermées demain et ce jusqu'au 29 mars prochain. Il s'agit d'une décision prise par la mairie de Ducos pour des raisons de sécurité. Les cours reprendront le 30 mars. Pour les plus grands, il ne reste plus que 5 jours avant la clôture des inscriptions et enregistrements des candidatures post-bac. Après le 20 mars, les élèves n'ayant pas encore formulé de vœux devront attendre la fin du mois de juin pour se positionner sur d'éventuelles places vacantes. Pour les candidats ayant déjà procédé à leur inscription, la validation et la constitution des dossiers numériques doit se faire le 2 avril au plus tard. Enfin, autre information pratique. Notez que des coupures d'eau sont prévues demain à Fort-de-France de 8h à midi. Sont concernés les quartiers Sainte-Thérèse, avenue Maurice Bishop et le port de Fort-de-France.
Enfin, pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du lycée Joseph Gaillard de 8h à 13h à la Fort-de-France, le lycée de la Pointe-des-Nègres. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec Antje. Et à tout de suite.